la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Le monde entier célèbre aujourd'hui, mercredi 13 février, la journée de la radio. Le ministre des Médias, Lambert Mende Omalanga, a relevé l'importance et le rôle que joue la radio. La déclaration de Kinshasa sur l'initiative transfrontalière du Mayombe est signée ce mercredi au Grand Hôtel Kinshasa par l'Angola, le Gabon et la République démocratique du Congo. 175 malfaiteurs arrêtés par la police d'intervention du camp Lufungula. Ils étaient présentés aujourd'hui au gouverneur de la ville de Kinshasa. Sur Actualité, Chantal Via. 315 jours voici, notre pays, la RDC, est attaqué dans sa partie est. Tous les Congolais sont derrière les compatriotes victimes de cette guerre injuste. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous prêter votre attention. Merci également de choisir la RTNC pour vous informer à travers cette session d'information décalée d'1 heure à raison des matchs de football qui va se jouer tout à l'heure à 20 h. Nous ouvrons ce journal par le message du ministre des Médias à l'occasion de la Journée mondiale de la radio. Lambert Mende Omalanga lance un appel aux promoteurs des radios communautaires de perfectionner leur outil de travail pour servir les communautés. Messieurs, chers compatriotes, en novembre 2011, la conférence générale de l'UNESCO a proclamé le 13 février de chaque année Journée mondiale de la radio. L'objectif poursuivi est de mettre en relief la puissance de la radio comme plateforme pour la promotion de la liberté d'expression, le débat public et l'éducation, ainsi que son rôle vital dans la réponse aux crises et aux catastrophes auxquelles l'humanité est confrontée de manière récurrente. Avec une couverture pouvant atteindre 95% de la population mondiale, la radio est un média véritablement universel. Peu coûteuse, elle requiert une technologie relativement simple et permet d'atteindre des collectivités éloignées et des groupes marginalisés. Les dernières évolutions des technologies de l'information contribuent à en augmenter les possibilités. De plus en plus de personnes écoutant la radio via des connexions à large bande. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, la radio dans une société démocratique doit être un instrument pour faire progresser les droits des citoyens, les libertés fondamentales et contribuer au développement durable. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, j'invite les promoteurs de cet outil à améliorer les capacités des communautés locales à l'utilisation des radios communautaires pour contribuer au développement à la base et rationaliser l'information et la formation citoyenne. Répondant à l'invitation de l'UNESCO pour la célébration de cette journée mondiale dédiée à la radio par des activités réalisées en synergie avec les diffuseurs nationaux, les organisations gouvernementales, les organisations non gouvernementales, les médias et le grand public, le gouvernement de la République démocratique du Congo entend harmoniser les vues avec ses partenaires qui interviennent à divers niveaux dans le secteur de la radio dans une perspective cohérente. C'est dans cette optique que j'encourage la mise sur pied d'une confédération nationale des radios communautaires du Congo,
CNRCC en sigle, je souhaite succès et longue vie à cette initiative. J'attends une collaboration efficace pour l'actualisation des dossiers des radios disséminés à travers tout le territoire national. À cet égard, nous allons promouvoir le réseautage des professionnels, des praticiens et des amis de la radio à travers notre pays afin d'échanger sur les expériences, les idées, les ressources dans une approche de gouvernance participative et démocratique. Ce 13 février 2013 est également une occasion pour rappeler à tous les patriotes congolais et promoteurs de radio l'impératif légal de se mettre en règle vis-à-vis de l'État et de l'autorité de régulation pour ne pas tomber dans les travers d'une presse anarchique, irrégulière et illégale. Que vive le 13 février 2013, Journée mondiale de la radio, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Un autre message à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, c'est celui du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, M. l'abbé Jean Bosco Bahala. Ce message est commenté par Lopez Bakouba. Le monde entier célèbre chaque année la Journée mondiale de la radio le 13 février. Cette journée, instituée par l'UNESCO, a permis au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, abbé Jean Bosco Bahala Okwibale, d'encourager les acteurs de médias. L'importance de la radio dans l'éducation, la formation et l'éveil des populations n'est plus à démontrer, et cela d'autant plus que la radio est facile à acquérir. Elle est moins coûteuse et les populations s'en servent sans peine et à bon escient. Cependant, en tant qu'institution de régulation des médias, notre inquiétude réside dans la manière dont ces médias se créent. En effet, les radios poussent dans notre pays comme des champignons, et cela parfois sans tenir compte des prescrits de la loi. L'abbé président du CESAC salue le travail de qualité des radios rurales, associatives, confessionnelles et communautaires qui, par leur proximité avec le peuple, rendent un service énorme aux populations rurales et urbaines. Que notre institution n'est pas là seulement pour interpeller. Notre mission, c'est aussi de conseiller, d'accompagner les médias et en l'occurrence les radios pour une meilleure prestation. La radio a donc un dur chemin à parcourir, car elle doit relever beaucoup de défis pour son professionnalisme, sa viabilité, vu les conditions et l'environnement dans lesquels elle évolue. Et les défis les plus importants sera certainement demain le basculement de l'analogie au numérique que le CESAC accompagne avec une attention soutenue dans le cadre du projet de la TNT, c'est-à-dire de la télévision numérique terrestre. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est satisfait des entretiens qu'il a eus avec les autorités américaines lors de son séjour de travail aux États-Unis. Il l'a dit aujourd'hui à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en poste à Kinshasa. Le Premier ministre Matata Ponyo a accordé l'audience aux diplomates américains au lendemain de son séjour aux États-Unis d'Amérique. Naturellement, ce séjour qui était préparé en avant ici au pays a été au menu des échanges. Le Premier ministre et son hôte ont aussi abordé d'autres questions d'intérêt commun. Il a exprimé sa joie et sa satisfaction complète avec les programmes à Washington et à New York, les rendez-vous avec les officiels du gouvernement américain. Donc, le Premier ministre est très content, donc je suis content aussi. Auparavant, c'est l'ambassadeur de Corée du Sud qui est venu s'entretenir avec le chef du gouvernement. Le diplomate sud-coréen est venu solliciter l'appui du gouvernement congolais dans l'avancement des projets que Séoul projette de matérialiser au pays, notamment la construction du musée. Il a été aussi question des essais nucléaires de la Corée du Nord. Le ministre de la Réforme de l'État
du Congo-Brazzaville a rencontré cet avant-midi le deuxième vice-président du Sénat, Philippe Lofembe, au centre des discussions, la charte africaine sur le service public créée par le ministère africain de la fonction publique. Un plaidoyer pour la ratification de la charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration en Afrique centrale. C'est le sens de la démarche du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État de la République du Congo, Guy Brice Parfait Kolelas, auprès du deuxième vice-président du Sénat, Mario-Philippe Lofembe. C'était en présence de son homologue de la RDC. Nous sommes ici de façon à ce que nous poussons à la signature et la ratification de la charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration. Cette charte africaine, d'ici peu, notre collègue ici présent, de la fonction publique, ira la signer à Addis Abeba. Et une fois signée, cette charte doit revenir ici pour demander, afin qu'elle soit ratifiée et par l'Assemblée nationale et par le Sénat. La charte a été mise en œuvre lors de la conférence des ministres de la fonction publique de l'Afrique centrale à Nairobi, au Kenya, en mai 2011. La charte s'appesantit sur la lutte contre la corruption au sein des administrations publiques, sur la mise en place au sein des administrations publiques des contrats de performance, sur la révision des rémunérations des agents civils de l'État qui sont dans l'administration publique, sur l'égalité des hommes, des sexes, sur la modernisation de l'administration publique en appliquant les nouvelles technologies de l'information et de la communication au profit des citoyens qui sont clients de l'administration publique. Le Congo-Brazzaville abritera les travaux de la 8e conférence des ministres africains de la fonction publique. La déclaration de Kinshasa sur l'initiative transfrontalière de Mayombe vient d'être signée ce matin au Grand Hôtel Kinshasa. Déclaration signée par l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Gabon et la République démocratique du Congo, en présence du vice-premier ministre et ministre du Budget Daniel Mukoko Samba, qui a rencontré par la suite le ministre de la fonction publique, nous dit Françoise Boulabouaki. Les pays sortis de guerre ou encore en proie connaissent des problèmes similaires. Pour normaliser l'État, asseoir une véritable administration publique pour que le pouvoir établi retrouve ses prérogatives. Brazzaville, à travers son ministre de la fonction publique, conduit auprès du vice-premier ministre, ministre du Budget, par son collègue de la RDC, Jean-Claude Kibala, fait un lobbying à Kinshasa pour la charte qu'il compte soumettre à la sanction de l'Union africaine. C'est un instrument qui aura besoin des ressources pour lancer les politiques des administrations de proximité, moderniser les administrations. Idée appréciée par le patron du budget, Daniel Mukoko Samba. Pour ce dernier, cela résoudrait en même temps la question de l'insuffisance de l'action de l'État. Au Grand Hôtel Kinshasa, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Gabon et la RDC, pays hôtes, viennent de signer la déclaration de Kinshasa sur l'initiative transfrontalière de la forêt de Mayombe. La quadripartite s'engage à une gestion rationnelle du bien commun au profit des populations autochtones surtout. Sous le regard du vice-premier ministre, ministre du Budget, représentant le Premier ministre, Luanda, Kinshasa, Brazzaville et Libreville affirment leur volonté d'approfondir les relations transfrontalières pour sauver et protéger les forêts. Voilà ainsi clôturés les travaux de la 3e réunion, qu'il faudra désormais appeler quadripartite, avec l'adhésion du Gabon. C'est sa première participation à cette initiative pensée par le Gabon et le Congo-Brazzaville. Kinshasa prend désormais... L'actualité, c'est aussi le lancement du projet d'appui à la recherche agricole pour la composante manioc. Eh bien, cette cérémonie s'est déroulée aujourd'hui à l'hôtel Sultani. Nous sommes à Kinshasa. Les participants venus de la Tanzanie, la Sierra Leone, la Zambie, la République démocratique du Congo vont réfléchir pendant 2 jours sur les projets d'appui à la recherche agricole pour le développement des cultures stratégiques en Afrique composantes au manioc. La réalisation de ces projets s'impose à cause des potentialités qui renferment le manioc, surtout au terme des revenus. Les représentants du ministre de l'Agriculture, Alexis Makumiaviri, a démontré que le manioc constitue une importante source de calories par ses racines et celle des protéines par ses feuilles.
Ainsi, les maniocs contribuent largement à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté de nos populations. À ce point de vue, la production du manioc devra viser et exploiter les opportunités qu'offrent divers marchés, c'est-à-dire rendre disponibles des quantités de produits et en assurer une bonne compétitivité sur le marché. Ces nouveaux projets exécutés par l'ITEA, financés par la Banque africaine de développement BAD, a prévu une enveloppe de 63 millions de dollars américains pour le démarrage des activités. Si on trouve les moyens de travailler ensemble, d'intégrer les technologies améliorées, de travailler avec les partenaires, le secteur privé, je pense qu'il y a un grand potentiel pour avoir une sécurité alimentaire durable qui touche tous les producteurs du RDC. Le coordonnateur du projet, Chrysanthus Akem, a expliqué les bien-fondés de ces projets. Poursuite de consultation des formations politiques à Kinshasa. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle étaient avec les représentants de l'opposition. Consultation avec tournure d'espoir d'une paix durable, c'est le moins que l'on puisse dire de la rencontre ce mercredi entre le président de l'Assemblée nationale, en sa toute autre qualité du secrétaire général de la majorité présidentielle, et les représentants des partis politiques. L'honorable Obé Minakou, qui attend rendre compte de tous ses contacts au président de la République, Joseph Kabila Kabange, a échangé successivement avec la délégation du parti politique dénommé Convention des démocrates chrétiens sur la pertinence de la concertation à couler sous forme du dialogue national voulu par le chef de l'État. L'opposition politique congolaise qui tient à porter sa pierre à l'édifice pour mettre fin à la guerre d'agression et promouvoir la cohésion nationale a été reçue par l'honorable Obé Minakou. C'est le cas de la délégation du Congo-Pax qui a salué l'initiative, l'estimant efficace pour s'asseoir à la même table et trouver solution à la menace de l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. Les représentants de l'Union pour la Nation, mobilisés par cet élan patriotique en vue du retour de la paix, ont eu le temps de dire ce qu'ils pensent au secrétaire général de la MP. Ils ont rassuré d'être le porte-parole de leur base pour faire la restitution de cette consultation. L'honorable Obé Minakou a également accordé aux regroupements politiques forces acquises au changement l'espace et le temps en vue de se faire l'idée de leur participation au prochain dialogue national. Compte tenu de l'importance du sujet, la délégation des facs politiques a promis de déposer dans un délai raisonnable un plan assorti de recommandations en faveur de la paix. Bien avant, le président de l'Assemblée nationale, informé du décès de Mme Anne-Marie Bouankem, fille de feu Vincent Bouankem, s'est rendu au lieu du deuil. L'honorable Obé Minakou a partagé la peine avec la famille éprouvée. Consternation, prière, Dieu a donné, lui-même dans sa souveraineté a repris, que son âme repose en paix. Eh bien, la ministre du portefeuille, Louise Munga, à la tête d'une forte délégation, a pris part à la 19e conférence Indaba Mining tenue du 4 au 8 février 2013 à Cape Town, Afrique du Sud. Au cours de ces assises, elle a présenté les atouts et les performances des entreprises minières de la République démocratique du Congo. Les images nous seront proposées dans nos prochaines éditions. Augustin Katumba Mwanke a été porté en terre il y a de cela une année exactement. Les cadres du PPRD ont organisé hier une messe d'action de grâce en sa mémoire. Vite, ça fait exactement une année depuis la disparition de l'honorable Augustin Katumba Mwanke, fauché dans un crash d'avion à l'aéroport de Kavumu. Nous sommes dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Décédé le 12 février 2012 à l'âge de 49 ans, une année après, les frères, amis et connaissances ainsi que les camarades de son parti, le PPRD, ont été nombreux à la paroisse Sacré-Cœur dans la commune d'El Gombe pour une messe d'action de grâce. Dans la foulée, le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, le vice-premier ministre du budget Daniel Mukoko Samba, le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej, d'autres membres du gouvernement, du cabinet du chef de l'État, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, madame le secrétaire général adjoint du PPRD, Marie-Madeleine Nienze, et des personnalités de haut rang. Les souvenirs sont encore vivaces, la constance, la loyauté et la discrétion, des valeurs qu'a incarné fait Augustin Katumba Mwanke. C'était un homme qui travaillait pour la nation, vraiment pour le pays, qui s'est sacrifié pour le pays. Moi, j'ai une grande leçon que j'ai reçue de ce monsieur-là, la persévérance. Il a cet esprit d'anticipation. Il voit les événements venir et il anticipe. Augustin Katumba Mwanke, c'est un grand combattant de notre parti. C'était un grand militant aussi, militaire pour que les choses aillent de l'avant.
il était clairvoyant, mais c'est aussi quelqu'un de très loyal vis-à-vis de ce devoir, vis-à-vis des autorités de la République, des institutions et particulièrement du président de la République. Il était très humble, il était très sérieux, il tenait à bien faire ce qu'il faisait. Et c'est quelqu'un, contrairement à ce que peu de gens ne savent pas, c'était aussi un homme très social. La situation sécuritaire dans l'est du pays et dans le nord Katanga, évoquée aujourd'hui au cours d'un entretien que le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej, a eu avec le chef de la police de la MONUSCO, Mireille Ndeke. La MONUSCO, partenaire du gouvernement, tient au rétablissement de la paix, non seulement dans l'est de la RDC, mais également sur toute l'étendue de la République. Dans les cadres de consultations régulières entre la MONUSCO et le ministère de l'Intérieur, le chef de la police de la MONUSCO, représentant spécial adjoint AI du secrétaire général pour l'état de droit, Abdallah Wafi, à la tête de la délégation, a été reçu par le ministre de la Territoriale, Richard Muyej Monguez-Mons, pour faire le tour de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et dans le nord Katanga. Abdallah Wafi s'est réjoui de constater que ses analyses sur la question sont similaires à celles du ministre et partagent les mêmes préoccupations. Nous sommes très préoccupés par la situation qui prévaut, que ce soit du côté de Manono, de Poito, avec les activités de certains groupes armés, de Maï Maï, le groupe de Gédéon que vous connaissez. Et nous avons saisi l'occasion pour nous entretenir des derniers développements sécuritaires dans cette zone. La MONUSCO, nous souhaitons un retour à la paix et à la sécurité, aussi bien dans le Kivu que partout en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej, quant à lui, a réitéré au cours de cette rencontre son soutien dans l'exécution du mandat de la MONUSCO. Des bandits à main armée pris la main dans le sac. Ils sont au total 175 au total. Ils sèment la désolation et la panique dans toute la ville de Kinshasa. Ils ont été présentés au gouverneur de la ville de Kinshasa par les commissaires provinciaux de la police, Dieudonné Jean Oleko. 175 malfaiteurs sont arrêtés par la police nationale congolaise et ont été présentés au gouverneur de la ville de Kinshasa ce mercredi 13 février 2013 par la police d'intervention au camp Lufungula. Parmi eux, des voleurs de véhicules, des bandits à main armée qui utilisent souvent des armes blanches comme les couteaux et autres machettes dans leurs opérations destructives. C'est le cas de ce jeune homme qui a coupé à coups de machette les bras d'un policier. Les autorités de la police nationale congolaise se disent déterminées à remplir leur mission républicaine, celle de protéger la population et ses biens, quel que soit le cas de récidive de ces malfaiteurs qui, une fois transférés devant les instances judiciaires, sont parfois libérés. Le gouverneur de la ville, André Kimbuta, a félicité les autorités de la police pour le respect strict des instructions données dans l'exécution de cette grande opération qui a réussi à merveille. Ce, avant de leur remettre une prime d'encouragement. Aux parents, il a demandé de dénoncer le plus vite possible la présence de ces hors de la loi dans leur milieu. L'autorité urbaine a exhorté ces civiques aux arrêts à se convertir en intégrant les écoles de formation professionnelle pour leur autoprise en charge. La population quinoise a vu il y a 2 semaines de cela l'arrivée de nouveaux bus achetés par le gouvernement. Elle s'interroge néanmoins sur la mise en circulation de ces bus et le ministre des Transports a tenté de donner la réponse. Le processus de mise en place de la nouvelle société de transport urbain dénommée Transport au Congo, Transco en sigle, qui va assurer la gestion des bus commandés par le gouvernement pour le transport en commun de la population congolaise, vient de passer à la vitesse supérieure avec les contacts que le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, a eu ce mardi 12 février 2013 avec la délégation de la Régie autonome de transport public, RATP en sigle, une structure française à qui sera confiée la gestion des bus nouvellement acquis par le gouvernement. Entre-temps, les travaux de réhabilitation des entrepôts ex-Sotraz qui vont abriter ces bus vont bon train. Et c'est des bus Mercedes, nous devons les mettre dans des mains qui nous garantissent le résultat en termes d'exploitation. Et c'est pour ça que nous avons lancé cet avis à manifestation d'intérêt, à l'issue duquel 12 entreprises se sont manifestées. Aucune n'a satisfait aux exigences prescrites dans les cahiers de charges.
une autre option a été levée. Nous allons assurer la gestion de ces bus par la RATP, c'est la régie qui gère les transports en milieu parisien. C'est donc une régie française, dont les représentants sont arrivés à Kinshasa. Nous sommes en train de discuter avec eux de la possibilité de voir cette régie désigner les responsables clés de l'établissement public. Pour ce qui est de l'exploitation effective de ces bus, le numéro 1 des transports et voies de communication donne un délai ne dépassant pas 3 mois. La sacherie de Kisantou vient de lancer un nouveau type d'emballage. C'est en réponse à la mesure du gouvernement interdisant la fabrication et la commercialisation des produits biodégradables. Jean Kadiata et Toto Sungu. Kisantou Saki, une unité industrielle basée dans la province du Bas-Congo, répond aux standards qu'il faut pour la production des différents types d'emballages adaptés à toute dimension en fonction de la demande. Ces emballages non toxiques sont capables de remplacer automatiquement l'usage des sachets non biodégradables qui polluent l'environnement et aider les supermarchés de la capitale. Ces constats, Rémi Moussunga Ibampale, ministre de l'Industrie, Petite et Moyenne Entreprise, l'a fait à l'issue de sa 4e visite d'inspection à la sacherie de Kisantou le samedi 9 février 2013, au cours de laquelle il s'est imprégné de l'état de l'outil de production 7 mois après la relance des activités par le gouvernement de la République. Le patron de l'industrie EPME a ramené avec lui à Kinshasa le spécimen de ces emballages dans le but d'orienter les industriels œuvrant dans ces secteurs afin de se conformer à la décision du gouvernement portant interdiction des fabrications, d'importation et de commercialisation des produits non biodégradables, comme il l'a déjà fait lors de la démonstration faite à la firme française spécialisée dans la production des oxydes biodégradables dénommés Alternatives Plastiques. Certains industriels ont déjà passé leur commande d'emballage à la Saki. C'est le cas de la Caritas et Développement du Kasaï occidental représenté par la sœur Delphine Miloya pour la biscuiterie de soja et la farine. Je ne suis pas venu faire des discours, mais plutôt travailler dans la cohésion provinciale pour réduire la pauvreté dans les Bas-Congo. C'est le message du nouveau gouverneur Jacques Mbadou apporté au peuple né Congo qu'il a rencontré tout au long de son passage de Kassangoulou à sa résidence en passant par Kisantou, Mbanzangungu et Songololo. Malumbela. Le gouverneur élu du Bas-Congo, Jacques Mbadou Sitou, est rentré à Matadi le samedi dernier après avoir participé à la conférence de Lubumbashi sur les mines. Une journée mémorable pour la population de cette entité. Le nouveau gouverneur a choisi la nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, pour mieux communier avec ses administrés. À 8 h du matin, il était à Kassangoulou, première étape de son périple. Sur place, il a passé en revue la troupe militaire. Tradition oblige pour saluer la population de cette cité. À Kisantou, c'était la même cérémonie. Un accueil enthousiaste lui a été réservé. L'ambiance était totale pour ses contacts avec la foule en liesse. C'est aussi le symbole de l'espoir sur l'homme sur qui reposent toutes les attentes des Né-Congo. Population qui attend l'amélioration de son bien-être social, la création des emplois, tout comme la construction de nouvelles infrastructures. De la cité de Mbanzangungu, lui là, en passant par Kimpese, Songololo, l'ambiance était à son comble. Des slogans scandés de partout, fructueux mandat, la province d'abord et même comptons sur toi. Une fois à Matadi, c'est une véritable marée humaine qui l'attendait à partir du pont jeté sur la rivière Pozo. C'est dans ce climat de vive émotion qu'il a remercié la population avant de s'y rendre à la résidence officielle, accompagné des notables cadres de la majorité présidentielle et de quelques députés Né-Congo. Province du Bas-Congo, la réhabilitation du stade de Lumumba figure parmi les priorités du programme d'action du gouverneur du Bas-Congo. Jacques Mbadou apporte la révolution de la modernité dans la province. Il a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du stade Lumumba. Regardez. Députés provinciaux, cadres territoriaux, femmes, enfants, jeunes et vieux, maires de la ville, cadres du PPRD et autres partis de la majorité présidentielle, tous ceux que Matadi compte comme notabilité se sont fixés rendez-vous sur le pont Pozo pour accueillir le gouverneur de province Jacques Mbadou Sitou en cette journée ensoleillée. Du pont Pozo, le cortège du gouverneur s'est dirigé au stade Lumumba en passant par les quartiers populaires Mvoadou et Belvédère. Ici,
le chef de l'exécutif provincial du Bas-Congo n'a pas tenu de longs discours. Il est passé à l'acte. Jacques Mbadou a remis un chèque de 500 millions de francs congolais, soit 650 000 $, pour le redémarrage des travaux de réhabilitation du stade Lumumba, suspendu il y a quelque temps. C'est au terme des négociations avec l'entreprise chinoise chargée d'exécuter ces travaux, lesquels doivent se terminer au plus tard au mois d'août. Le numéro 1 du Bas-Congo a promis de verser chaque mois 250 millions de francs congolais sur les recettes de repères en vue d'achever ces travaux dans les délais. Les travaux de construction de ce stade doivent prendre fin d'ici le mois d'août de cette année. Nous allons gagner ce pari, même s'il faut s'endetter, nous le ferons, pourvu que les travaux du stade prennent fin dans le délai. Et pour permettre ainsi à l'entreprise de travailler jour et nuit, Jacques Mbadou a remis un transformateur de 1000 kVA sur le 5 devant servir de raccordement électrique dans toute la ville de Matadi. Avec cette lumière artificielle, le match de football pourront se jouer la nuit. L'épidémie du VIH des types généralisés en République démocratique du Congo est estimée à 2,57% et de 3,5% chez les femmes enceintes, rien que pour la ville de Kinshasa. Ce taux a été révélé au cours d'un séminaire atelier organisé par le Programme national de lutte contre le sida. Marthe Mangaza. Identifier les facteurs de succès ainsi que les faiblesses enregistrées au cours de l'année 2012 dans la mise en œuvre des activités de lutte contre le VIH-Sida dans la ville-province de Kinshasa, c'est l'objectif poursuivi par cet atelier de 48 heures organisé par la coordination provinciale du Programme national de lutte contre le sida. Ouvert par le ministre provincial de la Santé au centre en vrac dans la commune de Mongafula, ces travaux connaissent la participation des principaux acteurs provinciaux, bilatéraux et multilatéraux impliqués dans ces fléaux du siècle que le VIH-Sida. Au cours de ces travaux, un accent particulier a été mis sur la prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, dans les soins essentiels de la mère et de l'enfant, sur la prise en charge pédiatrique du VIH-Sida, ainsi que sur la planification familiale. Il sera également question d'élaborer les plans de travail pour l'année 2013. Ils doivent analyser le résultat obtenu pour l'année passée parce qu'ils avaient fait un travail. Ils doivent l'analyser pour dire quelle a été le faiblesse, les points forts, pour qu'en 2013, ils améliorent. Il faut signaler que la République démocratique du Congo connaît une épidémie à VIH-Sida de type généralisé avec une prévalence de population générale de 2,5% et 3,5% chez les femmes enceintes, 2,9% pour la ville-province de Kinshasa avec une tendance à la féminisation et la juvénilisation. L'hôpital sino-congolais de Ndjili vient de se doter d'un nouvel équipement et des ambulances. Le médecin directeur les a présentés au personnel soignant. L'hôpital de l'amitié sino-congolais de Ndjili, fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Chine dans le domaine de la santé, initié sous le feu du président M. Laurent Désiré Kabila, offert à la population de la Tchangou pour l'effort du patriotisme, mais aussi pour résoudre l'épineux problème de soins qu'éprouve cette population. Longtemps tombé dans les oubliettes, cet hôpital, par une gestion orthodoxe, a acquis des matériels d'hôpitaux et des ambulances sur fonds propres. Le professeur Mokassa, médecin directeur de cet hôpital, a estimé que son comité a fourni d'énormes sacrifices et contenus pour l'amélioration des conditions des agents. Et si je disais aujourd'hui que c'est une journée particulièrement importante pour l'hôpital, c'est parce que justement, je dirais bien des leçons nous légués par nous, prenez-vous en charge aujourd'hui, vous les agents de l'hôpital, par les efforts, par votre travail quotidien, vous avez ajouté votre contribution aux efforts du ministère de la Santé et pourquoi pas de notre pays, à toute notre hiérarchie, en commençant par le secrétaire général, que vous représentez personnellement, au ministère de la Santé. Les efforts que vous avez fournis pour nous aider à rentrer. Le représentant du secrétaire général à la santé chargé des équipements, M. Wello, n'a fait qu'encourager le comité de gestion et l'a exhorté à les utiliser en bon père de famille.
coopération, le vice-ministre Dismas Mangwegu a représenté la République démocratique du Congo au Conseil conjoint d'administration des Nations Unies, nous dit Vital Pagabita dans ce reportage. La RDC vient de participer avec succès au Conseil d'administration des agences des Nations Unies à New York. En effet, au cours de cette réunion, les pays membres des Nations Unies ont défendu chacun son programme susceptible d'être appuyé par les agences telles que le PNUD. Le vice-ministre de la coopération internationale, Dismas Mangwegu, qui a conduit la délégation congolaise, se félicite de l'approbation du programme congolais, et cela dès son retour au pays. Les agences, tous confondus, se sont prononcées en faveur de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire ils vont accompagner la République démocratique du Congo à sortir de l'état de fragilité dans lequel il se trouve. Donc sur le plan social, surtout le programme du gouvernement en ce qui concerne les ressassements. Vous savez, le dernier ressassement a eu lieu vers les années 84, si je m'abuse. Et de 84 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une idée réelle sur nos populations. Ces agences ont encouragé les efforts fournis par le gouvernement de la République démocratique du Congo en matière de gestion responsable des ressources et qu'il n'y a pas de raison qu'ils reculent, même en ce qui concerne la guerre de l'Est. Ils se sont dit lever leur temps pour toutes les prochaines rencontres qui viennent pour que la paix revienne au Congo. Au-delà de l'approbation du programme de la RDC, le vice-ministre se vit décerner un prix par le Conseil. La ministre du Genre, Geneviève Inagosi Kasongo, revient de Wamba, dans la province orientale. Elle a remis des équipements, des médicaments à quelques formations médicales de la place, un don du gouvernement. La ministre du Genre a pris le chemin pour se rendre à Yambenda, chef-lieu du groupement des Bavabazois, situé à 95 km d'Iziro. Peu avant, elle s'est arrêtée au village Bavamabonza pour voir l'état d'avancement des travaux d'un hôpital en construction. Elle reprend son périple pour se rendre à Yambenda, qui a 20 groupements, 96 localités et qui a également près de 80 000 habitants. Inagosi Kasongo, ministre du Genre, a pratiquement fait le même message que partout où elle est passée dans les districts de Haut-Ouélé, dans la province orientale. Elle a condamné les violences sexuelles faites à la femme, les mariages précoces pour la jeune fille. Elle a invité la population d'être derrière le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. Elle a, à l'occasion, remis un lot de médicaments à l'hôpital de Yambenda au nom du gouvernement pour lutter contre le paludisme, les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques. Car selon une étude faite par le Programme national de nutrition en octobre 2011, la malnutrition à Wamba est évaluée à 11,2%. Par ces gestes, la population a prouvé sa gratitude à l'égard du gouvernement. La ministre du Genre a visité le poste de santé de Yambenda qui est à un état de délabrement très avancé. Les infirmiers ont lancé un cri d'alarme pour la réhabilitation de ces centres qui manquent ainsi de matériel et outils de travail tels que les ciseaux, lames porte-objets, pinces, microscopes et autres. 3 communiqués nécrologiques avant de boucler ce journal. L'auditorat général des forces armées de la République démocratique du Congo a la profonde douleur d'annoncer aux amis, connaissances, collègues et compagnons d'armes le décès du colonel magistrat Moulambangoy Luhembwe Émile, premier avocat général des forces armées, survenu ce dimanche 10 février 2013 à l'hôpital militaire de référence du camp colonel Kokolo des suites d'une maladie. Les deuil est organisé à la résidence du disparu située sur avenue de la Gombe numéro 52 dans la commune de la Gombe. La levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema pour Maïcha Park où il sera exposé est prévue pour ce vendredi 15 février 2013. L'inhumation au cimetière de Bessin-Kefouti Nouvelle Cité interviendra le samedi 16 février 2013. Monsieur Pierrot Mbouillou, journaliste à la RTNC, la famille Nonda, les enfants et petits-enfants Nonda, André Nonda Fiston, Nonda Claudine, Koulou Alphonsine Goy Edouard, Senga Gisèle, Mbouillou Junior,
Nonda Patrick ont la profonde douleur d'annoncer aux amis, connaissances, tous les ressortissants de Kalemi, de Manono ainsi qu'à la grande communauté Boulouba Ibukata, le décès inopiné de leur grand-père, père et oncle, M. Nonda Mukadi Etienne, mort souvenu à Kinshasa le dimanche 10 février 2013 de suite d'une longue maladie. Les programmes des funérailles se présentent comme suit. Jeudi 14 février 2013 à 11h30, levée du corps de la morgue de l'hôpital général de Kinshasa, suivi de l'exposition de la dépouille du terrain Beverly, référence espace Estori, la Bandale, Bissengo et veillée mortuaire. Vendredi 15 février 2013 à 11h, culte d'action de grâce, suivi de l'enterrement au cimetière de Kintambo. Ce communiqué tient lieu de faire part pour la famille Pierrot Mbouyou, journaliste. Le tout dernier communiqué, la direction des ressources humaines porte à la connaissance des agents et cadres de la RTNC qu'il a plu au Seigneur de rappeler ce mercredi 13 février 2013 l'âme de M. Moulindi Lungele, directeur de l'Institut congolais de l'audiovisuel et frère de notre confrère Vital Pagabita. En attendant le programme des funérailles, le deuil se tient à son domicile, 6 avenue Kassavou, numéro 64, quartier Kingabwa Izam, Limité, référence terrain Waya Waya. Ce communiqué tient lieu de faire part. Directeur des ressources humaines, Manzongo Mutukala Aimé. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est ces notes noires qui mettent fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Ce journal était co-réalisé par Bijou Katarissi et Simon Kankolongo sous la coordination de Blaise Bokokian et la direction assurée par Guillaume Koukoumamengi. Je vous dis bonsoir et vous retrouve la semaine prochaine.